Bien, après avoir discuté la première et la deuxième phase du processus de prise de décision, nous allons maintenant s'attarder sur l'évaluation des alternatives comme la troisième phase de ce processus rationnel de prise de décision du consommateur. Alors au niveau de cette phase-là, le consommateur va essayer de former son attitude pour pouvoir prendre une position face à l'ensemble des marques qui lui sont proposées ou d'une manière générale des offres qui lui sont proposées sur un marché donné. Donc ceci bien sûr fait référence à la phase de formation des attitudes que nous avons discuté lors de la formation des attitudes moyennant les modèles multi-attributs. Donc ici le consommateur va traiter le processus de choix des attributs et des marques retenues pour la prise de décision. Alors, comment il va procéder? Le consommateur va former pour chaque catégorie de produits un ensemble d'attributs, c'est-à-dire les critères susceptibles de servir à évaluer les différentes marques en présence. Donc là, à partir de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit ou chaque marque en considération, le consommateur il va essayer de ressortir ses propres critères de décision pour former la position qu'il va prendre face aux différentes alternatives qui lui sont proposées. Donc, la typologie des attributs intervenant dans le processus d'évaluation, comment le consommateur va traiter l'ensemble des attributs pour arriver à ressortir ce qu'on appelle les attributs importants, déterminants et saillants. Alors, partant d'un ensemble d'attributs de produits qui ne sont que l'ensemble des caractéristiques de chaque attribut, et là je rappelle que le produit n'est qu'un panier d'attributs, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques, et bien évidemment le consommateur ne va pas s'intéresser à l'ensemble des caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connaisseur par rapport à l'ensemble des caractéristiques, ou tout simplement il ne s'intéresse pas à l'ensemble des caractéristiques, pourvu que, normalement, sa décision il va être prise rien que par rapport à certains critères qui sont faibles en termes de nombre et bien sûr percutants et pertinents en termes de décision. Alors sur cet ensemble de caractéristiques ou d'attributs, le consommateur va essayer d'élaguer les attributs inconnus, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, sur lesquels il n'a pas d'informations ou tout simplement qu'il ne les intéresse pas, il va retenir les attributs qui sont connus, ne serait-ce qu'un début d'information. Ensuite, sur ces attributs connus, le consommateur il va dégager ce qu'on appelle des attributs importants. Les attributs importants, ce sont les attributs qui sont liés directement à la performance du produit. Et là, bien sûr, ces attributs-là, ils vont déterminer la performance du produit. Ensuite, à partir de ces attributs importants, le consommateur va choisir, déterminer, fixer les attributs discriminants ou déterminants. Qu'est-ce que ça veut dire ces attributs déterminants? Ça veut dire des attributs qui permettent de faire la part des choses entre des marques éventuellement qui sont très proches en termes de différence. Et finalement, l'attribut saillant ou les attributs saillants, ce sont les attributs que le consommateur va retenir et ce sont des attributs qui sont, dans la majorité des cas, responsables de l'achat ou qui déterminent finalement l'achat. Après, je vais vous donner une simple définition par rapport à chaque attribut pour retenir comment on peut catégoriser chaque type d'attribut. Alors, un attribut sera important s'il est lié à la performance du produit. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait un dysfonctionnement en matière de produit si jamais cet attribut n'est pas respecté dans le sens du consommateur. Un attribut sera déterminant s'il est déjà important et si le consommateur perçoit des différences significatives entre les marques au niveau de cet attribut. Donc, comme j'ai déjà cité, la déterminance, c'est la contribution d'un attribut à la discrimination entre les marques, éventuellement très proches en termes de similitude. Un attribut sera dit saillant lorsqu'il est pris en compte par le consommateur lors de la comparaison des marques
au moment de l'achat proprement, c'est-à-dire c'est juste l'attribut qui a été valorisé, considéré lors de l'achat proprement dit, et éventuellement qui reste dans la tête du consommateur. Et à chaque fois qu'on lui demande éventuellement pourquoi vous avez acheté tel produit, il va le débiter en premier. La même chose serait faite par rapport aussi aux marques pour ressortir ce qu'on appelle l'ensemble évoqué ou l'ensemble de considérations, qui va englober les marques qui vont faire l'ensemble de considérations et sur lesquelles le choix va porter pour l'achat éventuel. Alors, partant d'un ensemble de marques existantes pour chaque classe de produits, le consommateur il va distinguer entre les marques qui sont connues et les marques inconnues. Et il va éliminer a priori les marques inconnues pour ne garder que les marques sur lesquelles il a un certain nombre d'informations. Donc sur les marques connues, on va ressortir un ensemble de marques évoquées, un ensemble en attente et un ensemble rejeté. Bien sûr, les marques rejetées seront écartées. Il reste l'ensemble évoqué qui est l'ensemble des marques qui ont une probabilité non nulle d'être achetées. C'est-à-dire, c'est dans cet ensemble-là que le consommateur va choisir la marque à acheter ou les marques à acheter éventuellement, puisque l'achat pourrait intéresser une seule marque ou plusieurs marques dans le sens où un consommateur pourrait éventuellement être monofidèle ou multifidèle. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez marque achetée au pluriel avec un S à la fin. Alors ici, c'est la quatrième phase du processus qui s'appelle la décision d'achat. Et à ce niveau-là, c'est la décision proprement dite du consommateur qui va bien sûr être donnée. Mais ceci ne veut pas dire que le lien est systématique par rapport à l'attitude. On a bien signalé que une attitude favorable n'implique pas systématiquement un achat favorable, dans le sens où cette relation n'est pas systématique et il pourrait éventuellement être modéré par l'intervention d'un certain nombre de variables qui peuvent modérer cette relation ou éliminer carrément l'impact de l'attitude favorable sur l'achat positif par rapport à un produit donné ou une marque donnée. Alors pourquoi l'attitude favorable n'implique pas un achat favorable? Parce qu'il y a l'intervention d'un certain nombre de variables, notamment la non-disponibilité de la marque dans le point de vente. Donc, vous voulez acheter la marque de votre choix, mais il n'est pas disponible dans le point de vente à proximité ou dans lequel vous faites vos courses habituelles. Ensuite, donc, dans le lieu d'achat, il y a une prise de connaissance par le consommateur que le prix est trop élevé par rapport au budget envisagé. C'est-à-dire, là, c'est le budget dédié à l'achat ou à l'ensemble des achats qui seront effectués par le consommateur qui va orienter l'achat du consommateur vis-à-vis des produits qui sont en compétition. Et, in fine, lorsqu'on a réalisé que l'achat de la marque en question pourrait influencer le budget global, donc on peut éventuellement migrer vers un autre produit ou une autre marque. Ensuite, vous avez le manque de confiance dans son jugement. Et là, comme j'avais dit, ceci renvoie à ce qu'on appelle l'indécision du consommateur par rapport à ses traits de personnalité. Vous avez des personnes, même si ils ont déjà préparé leur attitude préalable face au produit, ils sont indécises, ils ont toujours besoin de quelqu'un pour le pousser vers l'achat, notamment le vendeur sur place, d'où l'intérêt de placer des fois par rapport à certains produits un commercial sur le lieu de vente. Ensuite, vous avez la pression des normes sociales de référence. Alors, donc ici, face au produit, on commence à se faire des idées par rapport à comment on sera vu par notre groupe de référence. Et donc, c'est les facteurs, si vous voulez, émotionnels, symboliques qui vont influencer la décision d'achat sur place. Donc, lorsque la projection de la personne dans le groupe de référence n'est pas la bonne, ou lorsqu'on réalise que on ne va pas se montrer fashion, on ne va pas se montrer tendance vis-à-vis de notre groupe de référence,
donc l'achat pourrait ne pas tomber sur le produit en question. Ensuite, vous avez le fait qu'on a remarqué qu'il y a une promotion de vente sur un produit qui n'a pas été sélectionné lors de l'évaluation des alternatives. Et bien sûr, toute personne n'est pas insensible par rapport à une réduction de prix. Il se peut que la réduction de prix, une fois qu'il est analysé une situation d'achat, pourrait aussi influencer la décision définitive de l'achat du consommateur. La publicité sur le lieu de vente, qui pourrait éventuellement être source d'une information supplémentaire et pourrait bien sûr changer la formation de l'attitude une situation d'achat, et le fait que cette communication, par exemple, évoque un axe de communication qui est très intéressant par rapport à une information pour laquelle le consommateur est sensible et qui n'a pas été intégré dans la formation de l'attitude. Ensuite, le personnel de vente ou le commercial sur place qui pourrait éventuellement être beaucoup plus éloquent, beaucoup plus dominant par rapport à son argumentaire d'achat et qui pourrait influencer donc, tout individu qui n'est pas très rationnel ou qui n'est pas très ferme par rapport à sa décision d'achat ou éventuellement indécis comme on a vu tout à l'heure ou qui n'a pas bien préparé son achat. Et donc le fait que le commercial arrive à lui faire changer d'avis, ceci pourrait bien sûr changer l'achat vis-à-vis de ce qu'on appelle le produit déjà préparé. Ensuite, vous avez le contact physique avec le produit, vu que donc, on le sait que le produit lui-même, c'est un vendeur silencieux à travers son packaging, son design, son graphisme et toutes les informations qui sont marquées par l'entreprise sur le packaging de ce produit. Et éventuellement, le fait de lire donc, tout ce qui est écrit sur le produit pourrait être source d'informations supplémentaires et la nature de cette information pourrait changer le comportement du consommateur sur place. Et finalement, l'ambiance du magasin, donc à travers l'animation du point de vente, à travers l'ambiance qui règne dans l'enceinte du point de vente, notamment ce qu'on appelle les variables du marketing polysensoriel, comme ce que vous pouvez remarquer dans certains magasins, genre Yves Rocher par exemple, à travers les senteurs d'ambiance qui sont diffusées dans l'enceinte du magasin, la congruence de la musique avec les produits, tout ça bien sûr pourrait influencer le comportement dans le point de vente. Ici, avant bien sûr d'entamer la dernière phase du processus de comportement du consommateur, donc je vais essayer d'en faire un petit récap sur les deux phases du processus de décision qu'on vient de discuter, notamment l'évaluation des alternatives et la décision d'achat. Donc l'évaluation des alternatives, on a dit que ça concerne la comparaison des différentes offres qui sont proposées par les entreprises sur un marché donné et comment le consommateur va procéder pour les départager et éventuellement les évaluer. Donc dans un premier temps, il va ressortir ce qu'on appelle les attributs importants, discriminants et saillants, et il va mobiliser ces attributs comme des critères de choix pour départager les différentes marques, après avoir bien sûr préparé un ensemble de considérations qui regroupe l'ensemble des marques qui ont une probabilité non nulle d'être achetées. Donc après avoir fait ce travail, donc, on va passer à l'achat, et bien sûr tout achat il va donner un ensemble de conséquences post-achat.